de mon point de vue, cette catégorie de GAFAM, et je les nomme Instagram, donc Instagram, Meta, du coup. Meta, donc Facebook un peu, mais ce sont pour des tranches d'âge. YouTube en partie, TikTok, sont comparables pour moi à des outils que les Occidentaux ont utilisés en Asie pour pénétrer la Chine. La guerre de l'opium, c'est une guerre de l'opium. C'est-à-dire que aujourd'hui, les dirigeants politiques, adossés à ces plateformes, attention, qui au début n'en avaient pas l'intention, mais aujourd'hui ont une intention quand même explicite. On voit bien que Zuckerberg et là, on est en train de dire, en fait, on a autorisé de l'opium auprès de notre peuple qui est sous contrôle cognitif d'on ne sait plus quoi. Regarde, Daniel, C'est fort qu'il y a une image. Ouais. Ah, mais c'est ça qui se Mais produit. C'est un technophile qui te le dit. Hein, T'as raison, et je peux le voir aussi là aujourd'hui sur YouTube. Je peux voir d'autres médias qui vont faire 400 000 vues par mois parce que dans le titre il y a drogue, narcobanditisme, et du coup ça fait cliquer. Ouais. Mais si tu parles de choses positives ou constructives, automatiquement l'algorithme te met moins vu. La semaine dernière, j'ai mis en ligne 3 shorts, 2 business et un quel avenir pour la France. Ouais. C'est quel avenir pour la France qui a fait le plus de vues parce que c'est anxiogène, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, et ce que je trouve choquant, c'est qu'on a laissé passer le postulat, c'était de dire il y a une liberté d'expression. Non, tout le monde n'a pas une liberté d'expression. C'est pas vrai. Je n'ai pas de liberté d'expression sur la recherche aérospatiale. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas voix au chapitre. Je ne peux pas en parler. Je n'ai pas de liberté d'expression sur l'évolution des relations entre la Russie et la Chine. Je suis un peu documenté. Je n'ai aucun point de vue expert. Je n'ai pas voix au chapitre. Et on a laissé cette idée passer, et je trouve ça fascinant. On n'a pas une liberté d'expression tant qu'on n'est pas éduqué. Ça ne veut rien dire, une liberté d'expression, on n'en est pas éduqué. C'est-à-dire, si tu es médecin et qu'on a un débat médical, quelle est ma liberté d'expression? Qu'est-ce que je vais dire sur ton point de vue avec tes 15 années d'études? Voilà. Et ça, c'est le travers dans lequel on est entré. Et ce qui me surprend aujourd'hui, dans cette catégorie des GAFAM, c'est qu'en fait, on se dit, il faut le réguler parce qu'il y a du bon et du mauvais. Non, en fait, non. Il y a de l'opium thérapeutique. Non. Mais là, ce qu'on est en train de laisser faire, on est en train de laisser des plateformes et ceux qui les utilisent avoir une empreinte cognitive où aucun récit collectif ne peut réémerger aujourd'hui. Okay. Comment, aujourd'hui, quand on a personnalisé les histoires à l'échelle de chaque individu, on peut reprendre le contrôle sur le storytelling d'un groupe? Voilà. Oui, c'est une image hyper forte avec l'opium des colonies européennes en Chine. On pouvait se dire qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron du coup prendre ce sujet à bras le corps, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On pouvait se dire dans la situation LS qu'il n'a pas d'autre chose à faire, mais du coup avec l'angle que tu viens de présenter, ça en devient du coup la menace numéro 1 pour l'Europe pour se relever. On voit que la Chine, la Corée du Sud ont un peu leurs propres réseaux sociaux, leurs propres. Tu sais que TikTok est interdit en Chine. Oui, voilà. Mais enfin, ils ont 2 versions de TikTok, c'est ça. Ouais. La version de TikTok d'Ouyu, je sais plus, en Chine, est entraînée sur des algos totalement différents. Pas de haine, pas de... Et ça, on pourrait pas, avec une législation, interdire ce qu'on utilise aujourd'hui et juste créer nos propres réseaux sociaux en faisant du copycat. Pas de rôle politique. Pas de rôle politique. On est trop fragmenté. On est fragmenté et on n'est pas, et je sais pas si on est lucide quand notre président de la République, qui est à mes yeux l'un des plus éduqués d'Europe sur le sujet, dit on fait une législation à 16 ans, mais c'est pas du tout assez radical. C'est pas, qu'est-ce qui serait qu'est-ce qu'il faudrait interdire? Interdire tout court. Qu'a fait la Chine pour se libérer de l'empreinte de l'opium? Elle l'a pas régulé. Elle a pas donné des âges. Elle a considéré que c'était une drogue nocive. Elle l'a interdit. À sa propre souveraineté, elle l'a interdit. Ok. Voilà. Oui, je pense que on va y venir. On n'a pas encore pris la mesure. Pourtant, on a quantité d'études, Daniel, aujourd'hui. La Suède, la ville de Los Angeles, des attaques pour les taux de suicide des enfants qui augmentent. Donc, la santé mentale pénalisée, dépression, anxiété, troubles du sommeil, des troubles cognitifs. On peut observer des pertes de points de QI, d'attention, concentration, mémoire, capacité de raisonnement, jugement, physique.
obésité, troubles cardiovasculaires, on est quand même, on n'est pas en train de parler d'un outil. Ouais, c'est vrai. Un outil n'envoie pas de notification. On n'a jamais vu un tournevis solliciter ton attention. C'est vrai. À quel moment est-ce que tu t'es dit, à quel moment précis où tu t'es dit, ok, j'ai peut-être envie de changer d'aventure, de faire autre chose pour migrer lentement vers Men in Black. J'en ai toujours eu envie. Ouais. J'en ai toujours eu envie. C'est juste qu'il n'y a aucune boîte en France qui offrait un équivalent. Une envie de reprise, c'est-à-dire. Ou même d'être dans peu importe, dans du corporate ou une reprise, mais j'ai toujours eu envie de travailler pour une boîte française. Ok. Mais la culture des boîtes de tech françaises est juste insupportable pour moi. Pas du tout. Je ne m'y retrouvais pas. Je pouvais pas bénéficier de la même liberté que celle que j'avais chez Microsoft. Donc c'est Cédric Chamaillou que je connaissais de Microsoft qui me dit tiens, une société qui cherche une reprise, un nouveau dirigeant, voilà. Ça s'est fait comme ça. Génial. Puis j'ai rencontré le dirigeant, l'équipe, les fonds, et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur. Génial. Je sais pas, j'ai bien aimé les gens, et je crois que c'est ce qui me plaît encore le plus chez Men in Black après ces années Bosch chez nous. Il y a un truc magique qui se produit. Non, c'est vrai. C'est pas. Comment tu le décrirais? Je sais pas, les gens se sentent bien, ou même, tu vois, je vois tous les employés 15 jours après leur recrutement. 15 jours, 3 semaines pour prendre le pouls, savoir si tout va bien, s'ils viennent tu vois, s'ils viennent d'Angleterre ou de Barcelone et qu'ils se sont relocalisés ici, je vais m'assurer qu'ils se sentent bien, ils sont dans leur logement, tout ça. Et ben, ils te disent tous, j'ai été super bien accueilli. C'est-à-dire, les gens veulent m'aider. Tu vois? Et donc, oui, il y a une certaine, alors après, pour être franc, quand j'identifie des gens qui commencent à avoir un comportement politique, on les fait partir. Quand on commence à voir, voilà. Pour toi, c'est toxique, ça. Ouais, c'est toxique. En politique, ça veut dire avoir un statut plutôt qu'un. Ouais, voilà. Un projet, exactement. Ça, c'est pas un bon signal en général. Voilà, c'est ça. Et qui, voilà. Enfin. Mais après, moi, je te confirme, hein, même moi ce matin là, je suis arrivé, super bonne vibe, on se sent bien ici. Voilà, et je vois bien qu'on est devenu attractif. On reçoit des milliers de candidatures, et pas que de France aujourd'hui. On reçoit plein de candidatures. Pourtant, on n'est pas sympa. C'est drôle les termes qui sont mis. On n'est pas sympa. On est juste, par exemple, on est très égalitaire. Voilà. Très très radicalement égalitaire. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de sexisme et que je suis intransigeant sur le sexisme ou le racisme, par exemple. Je peux sortir quelqu'un du jour au lendemain pour ce motif-là. Je connais pas les termes de gauloiserie, ces choses-là me parlent pas. J'ai 2 filles, je me dis, je veux que tout le monde puisse utiliser son cerveau. C'est quelque chose que je dis dans chaque onboarding. Les règles du jeu, on va pas afficher des grandes valeurs sur non. Il y en a une qui est de se respecter, on fait un projet ensemble, à partir de là. Et ça, c'est vrai que dans le temps, je pense que ça a contribué à faire en sorte que plus de femmes postulent, par exemple. Ok, génial. On n'a jamais eu une politique pro quota, on n'a jamais fait ça. Dans d'autres boîtes, on dit dans les boîtes tech, c'est compliqué de recruter des femmes, etc. Et toi, t'as pas forcément mis en place de politique, mais non, juste avec ton ADN et ta culture. Je pense que ça a contribué. Et plusieurs femmes qui sont devenues managers et qui ensuite, en fait, je pense que si tu cherches vraiment des très bonnes compétences et que tu fixes des règles du jeu très claires, ce qui est à l'intérieur du cercle et en dehors. En fait, si tu fais juste ce job-là, mais de manière répétée et rigoureuse, voilà, on a 50% de nos effectifs qui sont féminins, on n'a pas fixé de quota, et c'est pas un but en soi. Ce sont juste les meilleurs dans leur job aujourd'hui. C'est trop bien. Et vous êtes combien aujourd'hui, du coup? 120. 120, waouh. Ouais. Et quand t'es arrivé 30. 30. Okay. Ouais, on a créé de l'emploi à Marseille, effectivement. Ok. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.